Un été chaud, bien entendu, un été volatile. On sent qu'il va se passer des choses avec la volatilité sur les marchés à cause de différents sujets qui nous préoccupent. On est avec Charlotte Tamer de Shares. Bonjour. Bonjour. Et Marc Templeman de Cashbee. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous. Donc oui, la canicule, on va en reparler du coup de la canicule. Je voudrais juste qu'on fasse un petit focus ce matin et c'est tout à l'honneur de Karen Lormregen qui intervient souvent autour de cette table qui nous avait mis le nez dessus il y a quelques mois sur la problématique des produits structurés. Ils ont été vendus, on ne va pas dire à tort et à travers, mais massivement par beaucoup de réseaux bancaires et de distribution de produits financiers ces dernières années. Oui, mais voilà, dans les produits structurés, il y a un peu tout. C'est le gratin de poisson dans le film The Big Short. C'est d'ailleurs très très bien expliqué. Et souvent, il y a des produits sur lesquels il y a des problèmes. On a beaucoup parlé des produits où il y avait une sorte de mono-exposition à certaines actions, et notamment à Stellantis, et ça a provoqué une très forte dégradation. Mais il y a certaines stratégies qui sont maintenant un petit peu en question. Et on n'est pas les seuls à s'en poser des questions. Il y a l'AMF qui commence à s'en poser, enfin le régulateur qui commence à se poser des questions sur ces produits structurés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu Ils ont émis des recommandations, hein, c'est ça, sur ce dossier ? Oui, alors en fait, ils sont dans l'œil du collimateur tout simplement parce que la collecte en moins de 2 ans a doublé. Je crois qu'on est passé d'une vingtaine de milliards d'euros collectés à plus de 40 milliards collectés en 2025. Vous ouvriez un compte, vous cherchiez un produit qui marche. Le banquier, le premier truc qu'il vous proposait ces 2 dernières années, c'était des produits structurés. Oui, et puis ça correspond bien, je dirais, à la mentalité, à la psychologie de l'épargnant français, parce qu'en fait, généralement, alors c'est pas le cas de tous les produits structurés, mais le produit structuré va apporter une sécurité, voire un capital garanti auquel l'épargnant français est tout de suite réactif. On lui parle sécurité. Donc forcément, c'est un peu comme la logique du fonds euro, avec un espoir de rendement qui est quand même un peu plus important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes capé sur la perte, vous êtes capé aussi sur la rentabilité. Et on l'a vu sur des années assez fastes sur les marchés financiers où on voit que les produits structurés en moyenne peuvent rapporter autour de 7-8% annuels, ce qui est loin d'être mauvais. Mais généralement, quand on le compare aussi à une performance de marché, on s'est rendu compte certaines années que lorsque les produits structurés performaient sur 8% de rentabilité, le marché, lui, pouvait en faire 24. Eh bien oui, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que c'est le double des avantages. C'est-à-dire que, premièrement, on ne profite pas à plein des performances. Deuxièmement, c'est des produits qui marchent bien quand le marché est relativement tranquille avec des dynamiques qui se dessinent bien. Mais dans un marché aussi incertain que celui-là, ça ne marche pas forcément aussi bien. Non, ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire qu'on parle d'un espoir de rendement, mais généralement, le rendement n'est pas garanti. Mais je pense que Marc pourra rebondir sur le sujet. Et le problème, c'est qu'on est face à des produits qui sont de plus en plus complexes, que les conseillers eux-mêmes ne savent pas expliquer. C'est ça, oui. Très clairement, parfois il faut relire 2, 3 fois, 4 fois la fiche produit quand elle est lue. Et en fait, on va jouer sur ce symptôme, sur cette notion de sécurité, en fait, pour le donner au client. Et le fait est, c'est que le client n'a pas toujours les tenants et les aboutissants de ce qu'il est en train de souscrire. Exactement. Et parfois est un peu étonné au résultat, sachant qu'aussi sur ce type de produit, en fait, on a aussi des problèmes de liquidité. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut, je dirais, produits structurés ou autres produits tendance, parce qu'on marche quand même par tendance sur les marchés malheureusement, ce qu'il faut, c'est bien avoir en tête que chaque produit a des avantages et des inconvénients. Et moi, la recommandation que je donnerais aux épargnants qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les avantages, généralement, ils conviennent à tout le monde. Enfin, rentabilité, qu'importe les avantages, mais ils vous conviennent. Ce qu'il faut, c'est être en adéquation aussi avec les inconvénients d'un placement. Est-ce que c'est un problème de liquidité? Est-ce que c'est un problème de perte en capital? Il faut être capable de l'assumer. C'est comme ça qu'on mène à bien en fait un investissement sur le long terme. Et donc, quand c'est pas exposé à l'épargnant final au démarrage, c'est difficile d'en avoir conscience et donc de faire un choix éclairé. Du coup, l'AMF et puis d'autres autorités de régulation émettent des recommandations. On est peut-être allé un peu loin dans le marketing, Ce qui est très curieux, c'est qu'encore une fois, The Big Short, c'est un film... Alors, que pas tout le monde a regardé, mais où c'est très bien expliqué. Et c'est précisément à cette époque-là que les produits structurés ont explosé encore une fois, dans les réseaux bancaires, chez les courtiers. On vous vendait regardez, c'est génial. Et on passait 95% à vous expliquer comment c'était génial, parce que c'est à la fois sécure et en même temps performant. Et on passait 5% du temps à vous dire, oui, vous regarderez vite fait les petites lignes. Il y a des tas d'effets cliqués, il y a des tas de stop-loss, il y a des tas d'instruments techniques. Là, si on soulève le capot,
qui voilà, donne un petit peu le vertige. Et il était peut-être temps de commencer à faire le ménage là-dedans. Alors, tout à fait. Et je pense que si l'AMF et l'ACPR, pour citer le deuxième régulateur, ont publié un rapport commun pour mettre en garde non seulement la clientèle finale, mais surtout les intermédiaires pour qu'ils fassent leur job de façon convenable, et j'y reviendrai, c'est sans doute parce que dans les mois qui vont suivre, les deux régulateurs vont faire des contrôles. C'est typiquement comme ça qu'ils opèrent. Oui. Et donc, je pense que c'est une mise en garde de l'industrie de juste bien faire leur métier. Et bien faire leur métier, selon l'AMF et selon l'ACPR, c'est comme vient de le dire Charlotte, de bien expliquer les risques et de les expliquer tout aussi bien que les avantages qu'un produit structuré peut procurer. 2, de ne les proposer qu'à des gens dont on peut estimer qu'ils peuvent avoir une place logique dans leur portefeuille et qui peuvent en effet comprendre de quoi il s'agit. Et donc, l'ACPR et l'AMF insistent sur le fait que rien que dans la commercialisation des produits, il faut que l'intermédiaire fasse des choix et puisse montrer qu'il a eu une politique de ciblage d'une clientèle dite avertie, qui est censée bien comprendre les techniques qui sont parfois effectivement, les mécaniques qui peuvent être relativement complexes. Le troisième aspect sur lequel ils reviennent, c'est le fait de aussi être transparent sur les commissions. Parce qu'on comprend à peu près tous qu'il y a, en retour d'un gain maximal qu'on s'impose, on a une certaine protection à la baisse. Donc ça, je crois que ce principe-là, on l'a bien capté. Ce qu'on n'a peut-être pas toujours compris, c'est que les intermédiaires, dont fait partie le CGP, le distributeur que je suis, carte sur table, il y a des commissions qui sont prises sur le produit. Ce qui est assez contre-intuitif dans le sens où, alors c'est pas un ETF, un produit structuré. Enfin, il peut y avoir de l'ETF dans un produit structuré. Bref, on va pas rentrer dans la cuisine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a à la fois un produit financier, mais aussi tout un tas de mécanismes de couverture, tout un tas de mécanismes d'amortissement des pertes. On pourrait se dire tout ça peut être fait automatiquement. Pourquoi on va payer des frais ? Qu'est-ce que... voilà. Les frais se défendent, et juste pour être clair, là, la CPR ne sont pas contre les frais, ils comprennent parfaitement... L'important, c'est qu'il soit toujours justifier sa plus-value. C'est une vieille règle de l'économie. Et surtout que les frais soient relatifs aux gains visés, que ce soit une proportion qui soit juste. Alors pareil, il n'y a pas d'indicateur très spécifique sur vous ne pouvez pas facturer plus de X, mais en tout cas, les régulateurs, de façon parfaitement naturelle, disent il faut plus de transparence sur le sujet, parce que comme vous dites, comme il y a beaucoup de mécanique à l'intérieur d'un seul produit, il y a beaucoup d'intervenants, ça peut être les salles de marché des banques, l'émetteur qui est souvent une banque elle-même, l'intermédiaire qui s'appelle le structureur qui met tout ça ensemble, et puis le distributeur qui vient rajouter, qui fait ces travaux, et ces travaux-là peuvent parfaitement être rémunérés. Mais le vrai sujet, c'est d'être transparent, et d'être juste sur les commissions par rapport aux gains visés. Bon, il va y avoir des retombées de tout ça, parce Absolument. que c'est clair que c'est un produit vraiment qui a été vendu un petit peu à tout le monde. Et voilà, faut pas non plus... C'est le summum de la transparence. Voilà. Si on se dit les choses clairement, après ce que disait Marc, on est sur des produits quand même très complexes, qui regorgent de multitudes de stratégies financières qui, cumulées les unes aux autres, finissent par être chères. Tout ça n'est pas gratuit. Petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, le problème, c'est qu'on est dans un effet de masse où tout le monde veut aussi avoir sa part du gâteau. Il y a des abus, comme partout. On pourrait ne pas viser que les produits structurés. Et surtout, le manque de transparence, qui parfois n'est pas tant lié au fait de vouloir cacher les frais, mais dans l'incapacité de certains conseillers à expliquer le produit qu'ils sont en train de vendre. Oui, mais ça peut arriver, parce que honnêtement, on n'est pas tous des caïds. Ça arrive bien plus souvent, je pense, sur le sujet, bien plus souvent qu'on ne le pense. Sans doute. On va parler des retraites. Livre blanc de l'AFG qui date de la fin du mois dernier. Non, pas du tout de la fin du mois dernier, il date d'il y a quelques jours. Voilà. C'est tout frais et ça rejoint un petit peu les dernières enquêtes concernant l'état d'esprit des futurs retraités, à savoir, de toute manière, il va falloir en passer par la capitalisation parce que le système par répartition est plus assez performant. En revanche, ce qui apparaît dans les autres enquêtes d'opinion, c'est d'accord, il y a cette prise de conscience. Ça ne donne pas forcément envie aux futurs retraités de repousser l'âge de la retraite, du tout. Donc, finalement, ça rend encore plus urgent la CAPI. Tout à fait.
En fait, l'AFG, qui est l'Association française de gestion, a émis un livre blanc sur en fait, le devenir des retraites. Et elle montre en fait ce qu'on constate tous, qu'il y a un vieillissement démographique qui est quand même assez important. Je crois qu'on passe entre 2006 et 2026 de 16% de la population qui a plus de 65 ans à quasiment 23% en 2026. Donc les gens vieillissent, on sait qu'il y a moins de naissances. Donc tout ça fait que le système, par répartition, va devenir caduque à un moment donné. Alors la vision, elle n'est pas demain. Je crois qu'on arrive en 2070, on a encore quelques années devant nous. Et puis, c'est vrai que quand on parle retraite, vous parlez à un jeune actif qui rentre sur le marché aujourd'hui, vous lui parlez de sa retraite. Alors certains sont concernés, mais clairement pas tous. Déjà que je dirais que à 40 ans, on ne l'est pas toujours. Alors, à 25 ans, c'est quand même un petit peu compliqué. On pense plus à sa liberté, peut-être acheter une résidence principale, qu'à sa retraite. Mais on se rend compte que aussi le ratio de dépendance démographique, en fait, il est de plus en plus fort aussi, puisqu'il passe d'une vingtaine de pourcents à quasiment 40% dernièrement. Puis ça, c'est le genre de bobo. On met un pansement dessus. Le bobo, il s'en fiche. La tendance, elle est inscrite. Elle est en train de mordre les chiffres. Et a priori, vu les chiffres sur la démographie, on n'est pas du tout... on est en train de s'enfoncer dans ce silo-là et on n'est pas du tout en train de faire marche arrière. Et même si ça faisait marche arrière, le temps que ça produise ses conséquences, il y aurait quand même toute une tranche de la population pour qui ce serait compliqué. Ouais. Et en fait, ce qu'on constate aussi dans la littérature financière aujourd'hui, dans les études qui sont faites, c'est qu'en fait, un portefeuille diversifié à moindre coût, aujourd'hui, permet en fait de battre la croissance économique. En fait, on le sait, l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent de côté. Encore faut-il que cet argent travaille selon le coût de la vie, non pas pour devenir millionnaire, mais juste pour conserver son pouvoir d'achat. Ne serait-ce que ça, oui. Pas d'amalgame sur le sujet. Et finalement, on se rend compte que la capitalisation pourrait être une solution. Alors, il y a eu cette retraite sur le PER, il y a eu cette réforme de la loi Pacte il y a déjà quelques années, où on nous avait promis des fonds de pension à l'américaine, comme dans les pays anglo-saxons. Et puis finalement... Ça, faut pas rêver. On s'est rendu compte, alors, faut pas rêver. Ce que montre l'étude, c'est que finalement, il faut s'approcher des systèmes qui existent aujourd'hui à l'international. L'idée n'est pas d'opposer la capitalisation et la répartition, mais plutôt de les associer. Voilà, et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en complémentarité en fait, d'un système par répartition, on pourra avoir un système de capitalisation qui fonctionne. Vous me direz, il existe déjà. Là, l'idée, ça va être de le rendre obligatoire. C'est-à-dire que pour les salariés du privé, on va user et disposer des dispositifs d'épargne collective, que sont notamment le PERCOL. Alors, il y a le PER individuel, le PER collectif, et puis le PER obligatoire dont on parle assez peu. Et finalement, cette épargne retraite obligatoire, elle existe aujourd'hui déjà dans ce qu'on appelle le PER obligatoire, qui est le troisième compartiment du PER. Et assez bizarrement, je trouve, c'est l'ancien article 82, article 83, c'est des dispositifs qui sont réservés aux cadres supérieurs qui ont un peu moins besoin de compléments de revenus à la retraite. Enfin, ce n'est pas ceux qui nécessitent le plus ce dispositif. Donc aujourd'hui, il est réservé plutôt à une élite. On le retrouve de plus en plus, un petit peu dans certaines sociétés, mais ça reste encore très discret. Et en fait, là, l'idée, ça va être à l'instar des dispositifs internationaux qui existent. Vous avez les Pays-Bas, vous avez au UK, vous avez dans pas mal de pays, où en fait, une part du salaire va obligatoirement, alors là, il parle de la participation, de l'intéressement. Moi, je pense qu'on devrait même encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'une part du salaire, dans le package salarial, devrait être obligatoirement versée dans un dispositif pour la retraite, en fait, et permettre aux gens, en fait, sans avoir le choix, entre guillemets, de qu'est-ce qu'on verse, qu'est-ce qu'on fait, etc., la possibilité de verser un peu plus s'ils le souhaitent, mais en tout cas de verser un minimum et qui viendrait compléter le régime par répartition. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher du côté des CalPERS, des énormes fonds de pension anglo-saxons. Moi, je connais un truc qui est vieux comme mes robes, qui s'appelle Préfonds, des trucs de la fonction publique, qui sont des véritables fonds de pension qui marchent très très bien d'ailleurs, et qui pourraient être élargis d'une certaine manière. Alors pourquoi pas justement en élargissant le cadre de l'intéressement, de la participation, peut-être une partie du salaire du secteur privé. Et moi, je suis un grand fan du facteur temps qui joue évidemment en faveur de n'importe quel placement, notamment les placements à long terme et peut-être plus risqués, mais qui visent des rendements moyens sur le long terme bien plus élevés aussi. Exactement, Et pour rebondir, c'est justement les personnes qui rentrent dans la vie active, qui ont 25 ans, 30 ans, et qui, à juste titre, on peut les comprendre, ne réfléchissent pas, ne se sentent pas concernés par la retraite, qui le sont le plus. Et donc, de les forcer ou d'automatiser, plutôt que d'utiliser des verbes un peu contraignants, pas les violenter non plus, la mise de côté d'une partie de leur salaire sur des actifs plutôt risqués, dont on sait que les rendements moyens sur le long terme sont plus élevés et bien plus élevés que l'inflation.
C'est une excellente idée parce que effectivement, quand on aborde ce sujet-là avec quelqu'un justement de cet âge qui a le bénéfice du temps devant lui, rarement le sujet des retraites devient un sujet passion, un hobby. Et donc d'automatiser tout ça, c'est une excellente idée. Pourquoi pas avec des produits structurés, ça nous permet de reboucler. Oui, mais bien expliqué. Après, il y a quand même un travail, et c'est important le point que vous soulignez là. Ouais. En fait, il y a quand même un travail sur l'épargne collective aujourd'hui. Ouais. Il y a un peu de mieux qui est fait parce qu'il y a quelques réformes successives. Mais finalement, il y a aussi tous des dispositifs à revoir, à la fois dans les actifs qui sont éligibles à l'épargne collective, mais aussi dans la tenue de compte de ces dispositifs. Parce qu'encore une fois, c'est comme une voiture, il faut aussi regarder le moteur, comment ça fonctionne. Regardez sous le capot, je le dis souvent. Voilà, ça, certaines sociétés s'y attellent à moderniser, à automatiser toutes ces fonctions-là pour réduire le coût, pour rendre plus fluide en fait toutes les opérations qui se passent dans ce type d'épargne. Mais en tout cas, la capitalisation permettrait de maintenir des taux de remplacement équivalents aujourd'hui, avec une bonne diversification des actifs et des frais assez réduits, ce qui sont même un peu les bases de l'investissement. Permettrait pas forcément de réduire l'âge de départ à la retraite, mais en tout cas de maintenir un taux de remplacement. Et je pense que ça, c'est quand même essentiel pour les générations actuelles et à venir. Puis de stabiliser l'ensemble du système, c'est évident. Mark Templeman, Cashbee, Charlotte Tamer de Shares, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour déchiffrer l'actu. Tout de suite, les arbitrages de court terme sur les marchés actions.